Merci beaucoup pour l'invitation. On va passer un peu de la biologie et de la virologie à de l'épidémiologie sociale et plus largement en fait aux sciences sociales. Sur des projets, donc moi je me présente Perrine Roux, je suis directrice de recherche à l'INSERM, je dirige l'équipe Santercom qui est basée à l'IHU, qui fait partie du laboratoire du CESTIM. Parmi tous les projets qu'on développe au sein de notre équipe, j'ai choisi évidemment des projets VIH sur des populations relativement peu étudiées, qui sont plutôt invisibilisées. Et donc voilà, pour vous montrer un petit peu comment l'épidémiologie sociale peut apporter aussi des éléments de réponse pour la clinique. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'équipe Santercom, notre identité, donc, elle se base sur une interdisciplinarité forte avec un grand nombre de disciplines, épidémiologie, socio-anthropologie, psychologie, mais aussi pharmaco, économie, sciences politiques. On travaille également beaucoup à essayer d'intégrer ces données socio-comportementales dans la recherche clinique. Donc on a beaucoup œuvré auprès de grands essais cliniques pour essayer d'amener toutes ces données en sciences sociales. On a aussi une caractéristique forte, c'est la recherche communautaire et participative, et on travaille quasiment, tous nos projets de recherche sont construits avec des associations ou des personnes concernées. De la recherche interventionnelle également, une vision nord-sud et sud-nord, avec des chercheurs de l'IRD, de l'INSERM et d'Aix-Marseille Université. Et puis, globalement, toutes nos populations sont des populations clés du VIH et des hépatites. Voilà, donc les axes de recherche, un volet donc, qui est le volet en fait, que j'ai développé au sein de l'équipe. Initialement, donc c'est plutôt le VIH, le cœur historique un peu de nos travaux. J'ai apporté moi toute cette vision autour de la réduction des risques liés à l'usage de drogue, donc qui est quand même associé à l'infectiologie, mais qui s'en éloigne parfois. Et puis un troisième volet sur santé sexuelle des populations minorisées, avec un volet transversal sur le chemsex. Hélène a parlé un peu de ces enjeux-là dans sa clinique. Donc j'ai choisi 2 projets et je suis un peu la porte-parole de mes collègues parce que je ne suis pas PI sur ces projets, mais je suis ravie de vous les présenter aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre de pouvoir à la fois répondre à toutes les questions, mais je ferai au mieux. Donc un premier projet qui a été réalisé au Mali, qui s'intéresse à la santé globale et sexuelle des jeunes travailleuses domestiques. Le PI Sud, c'est Bintou Dembélé qui est directrice d'une association de lutte contre le VIH basée à Bamako, qui s'appelle Arcade Santé Plus. Et le PI Nord, c'est Louis Sagaon-Tessier, donc mon collègue IRD, qui lui est depuis le Mali, a migré au Cambodge, mais qui est toujours dans notre équipe Santercom. Donc, le contexte de ce projet, en Afrique de l'Ouest, on observe donc une migration assez importante des jeunes filles qui partent des milieux ruraux, plutôt pauvres, et qui vont vers les villes pour travailler comme domestiques au sein de foyers plutôt aisés. Pas forcément des expatriés, hein, vraiment, c'est plutôt majoritairement des familles aisées maliennes. Ces femmes, elles sont caractérisées par un jeune âge évidemment, une grande précarité. Elles vivent des violences sexuelles, elles sont généralement plutôt exploitées, avec un faible niveau d'éducation et évidemment un accès très insuffisant aux services de santé et de prévention. Ce qui a permis l'émergence de ce projet, c'est la rencontre entre une association qui est née pour pouvoir protéger ces jeunes femmes et qui avait plutôt une fonction de plaidoyer, soutien social auprès de ces populations, mais qui n'avaient pas forcément d'accès aux services de santé, et la rencontre avec Arcade Santé Plus, une asso de lutte contre le VIH qui propose des actions pour la santé globale et sexuelle des populations clés du VIH, mais qui n'avaient pas forcément accès à ces publics qui sont plutôt éloignés de ces systèmes-là. Et donc cette rencontre-là a permis de faire émerger une recherche communautaire, donc ce projet D2M2K, qui visait à étudier les connaissances, attitudes, croyances et comportements de ces travailleuses domestiques et d'évaluer l'acceptabilité d'une offre de prévention de soins intégrés qui sont intégrés donc, au sein de cette association ADAD au Mali. Donc le projet s'est construit à partir de 2021 avec une enquête qualitative pour essayer de comprendre un peu mieux les réalités de ces personnes et les fonctionnements des associations. A été proposée une campagne au sein de l'association ADAD pour sensibiliser et informer ces jeunes femmes domestiques.
Et ceci a permis de proposer l'intégration d'une offre de santé communautaire par Arcade Santé au sein de l'association ADAD. Donc elle s'est basée sur des consultations médicales prises en charge auprès de 746 femmes avec des tests de grossesse, dépistage des infections génitales, VIH, VHB, VHC et aussi des services pour la malnutrition. On a donc travaillé avec une méthodologie mixte, à la fois des questionnaires socio-comportementaux auprès de ces femmes, avec un total de 644 questionnaires, et des entretiens qualitatifs auprès de 25 femmes. Donc je vous présente une analyse qu'on a faite parmi d'autres qui, à mon sens, avait été intéressante pour nous parce qu'on travaille en ce moment sur la vaginose, donc je trouvais intéressant de présenter ces résultats. L'idée était d'évaluer l'acceptabilité du prélèvement gynécologique pour le dépistage génital chez ces femmes, d'estimer la prévalence des infections génitales et d'analyser les facteurs associés à la fois au refus de l'examen médical proposé lors des consultations et parmi les femmes qui avaient reçu un examen, les facteurs associés à un test positif pour une infection génitale. Donc on a obtenu un total de 46% de refus de ces tests par les femmes. Et parmi celles qui ont reçu le test, 24% au total avaient une infection génitale et 30% avaient des tests négatifs. Lorsqu'on s'intéresse aux femmes qui ont accepté le dépistage génital, on avait 55% donc de négatifs, 45% qui avaient au moins une infection. Et puis là, vous voyez donc les différentes infections, candidose, gardnerella, le papillomavirus, streptocoque et Saccharomyces. Donc ici, c'est les résultats donc, des deux analyses proposées. En jaune, donc, on a les résultats, les facteurs associés au refus de recevoir le test génital. Et donc, ce refus est associé au fait d'être employé avec un contrat. Alors, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est des enjeux de contrôle en fait, de ces femmes qui vivent dans des foyers où plus elles sont contrôlées, plus le foyer a une possibilité de pouvoir contrôler ce que la domestique fait, et moins en général elles ont accès aux soins. On a également donc, des revenus, plus les revenus sont bas et plus elles vont refuser le test. Et puis on a évidemment des données qui montrent que plus elles ont des connaissances sur la santé sexuelle et mieux elles vont accepter le test. Et enfin la dernière donnée intéressante, c'est que les femmes qui vont régulièrement à l'association ADAD sont plus à même d'accepter d'être dépistées. Pour ce qui est des facteurs associés à au moins une infection génitale, on trouve que les plus jeunes vont avoir plus d'infections génitales. Également, donc, celles qui sont employées avec un contrat vont avoir moins de risques d'avoir une infection, non, le contraire, plus de risques d'avoir une infection génitale. Également, le niveau socio-économique est associé à plus d'infections génitales. Et enfin, de même que pour l'acceptation du test, les femmes qui ont accès à l'association ADAD vont avoir moins d'infections génitales. Donc, en conclusion sur cette analyse, on a une proportion élevée de refus du dépistage, une prévalence de l'HPV, de la candidose et de Gardnerella plus importante. Des conditions, ce qu'on a démontré avec ces résultats, c'est que les conditions de travail précaires et les connaissances limitées contribuent donc évidemment à éloigner les jeunes filles de l'accès au dépistage et à augmenter la prévalence des infections génitales. Et donc voilà le rôle important de cette association ADAD qui permet d'être vraiment un lien vers les services de prévention et de prise en charge. La deuxième étude que je vous présente, c'est une autre population qui présente également, qui cumule beaucoup de vulnérabilité, pour laquelle on a peu de données. Il s'agit des femmes trans vivant avec le VIH. Donc c'est l'enquête Trans et VIH qui a été conduite en France, dont le PI, Johanna Rincon, fait partie de l'association Accept-ST, que probablement vous connaissez, à Paris, et qui est un peu une association un peu historique de la lutte contre le VIH pour les personnes trans. Et le PI chez nous, c'est Bruno Spire, donc, que vous connaissez évidemment tous.
Donc le contexte, c'est les populations transgenres sont, comme je vous disais, invisibilisées dans les enquêtes épidémiologiques. Et nous avons des diagnostics VIH importants, notamment parmi les femmes transgenres, qui sont pour beaucoup des femmes qui viennent de la migration, qui viennent d'Amérique du Sud essentiellement, pour 80%, et donc avec une partie importante qui pratique donc, le travail du sexe. L'idée de ce projet, c'était d'avoir une enquête exhaustive, puisqu'on pouvait se le permettre, d'aller chercher dans tous les services hospitaliers toutes les femmes trans qui vivant avec le VIH. Donc on était dans une enquête quasi exhaustive. L'idée était d'identifier les facteurs de vulnérabilité personnels et sociaux de ces femmes trans vivant avec le VIH, d'évaluer leurs besoins en matière de santé, et d'explorer les obstacles à l'accès aux soins de santé. Le design, donc, c'est une enquête transversale communautaire nationale qui a été menée donc, entre 2020 et 2022. Le recrutement s'est fait dans 36 unités de prise en charge du VIH en France et nous avons utilisé une méthode mixte, en tout cas une méthode un peu originale, un questionnaire socio-comportemental classique et une grille biographique pour essayer de comprendre vraiment l'histoire de ces personnes depuis leur migration jusqu'à l'arrivée en France en matière d'affirmation de genre, VIH, diagnostic, et de comprendre un peu le lien entre tous ces facteurs. On a également utilisé les données médicales issues des dossiers de santé des différents services hospitaliers. Donc quelques chiffres description socio-démographique. Donc sur les 506 femmes trans incluses dans trans et VIH, on avait majoritairement donc, des personnes suivies en Île-de-France avec un âge médian de 43 ans au moment de l'enquête. Couverture maladie, donc 94% avaient une sécu. En matière de migration, 86% venaient d'un pays étranger avec majoritairement l'Amérique du Sud représentée, donc le Pérou, Brésil, Équateur. Une précarité économique et administrative importante, 69% vivaient avec un revenu inférieur à 1 000 € par mois, 30% étaient sans titre de séjour au moment de l'enquête. Le travail du sexe et les relations sexuelles tarifées, on avait 65% qui déclaraient pratiquer des relations sexuelles tarifées, 25% au cours de la vie et 9% jamais. L'âge au moment des premières relations tarifées, 19 ans. En ce qui concerne donc les enjeux de transition de genre et d'affirmation de genre, l'âge au moment où elle s'affirme comme dans le genre actuel est de 13 ans. 25% avaient des documents d'identité qui étaient concordants avec le genre actuel. 38% déclaraient prendre des hormones féminisantes et 63% avaient pratiqué la chirurgie pour la féminisation. Quelques données sur le VIH. Donc, l'âge au moment du diagnostic VIH en médiane était de 29 ans. Et le diagnostic VIH est observé aux différents moments de la migration. 2 tiers déclaraient avoir été diagnostiqués en France et dans d'autres pays européens. Et les diagnostics également pouvaient avoir eu lieu avant, à l'arrivée et après la migration. Dans un contexte de relations tarifées ou non, 28% des diagnostics VIH n'avaient pas d'histoire de travail du sexe. Donc l'analyse que je présente ici, c'est une vaste base de données, vous imaginez avec tous ces questionnaires et ces grilles biographiques, mais ici je vous présente une analyse qui me semblait la plus pertinente à discuter avec vous. C'était le lien, les facteurs associés à la suppression virale dans cette population. Donc au total, 99% étaient sous traitement ARV au moment de l'enquête, parmi donc, les 500 personnes, et on a sélectionné les personnes sous traitement depuis au moins 1 an, donc 486 femmes. Charge virale indétectable pour 88% d'entre elles. Et quand on regarde les facteurs associés à la charge virale, donc là c'est charge virale détectable, on a le fait d'avoir aucune prise en charge associée évidemment à une charge virale détectable, et le fait, une donnée vraiment importante, sociale, c'est le fait d'avoir des papiers d'identité
en lien avec le genre choisi, le genre actuel, qui était associé à moins de charges virales détectables. Donc voilà, ça montre que à la fois l'accès à la couverture maladie est important pour ces femmes, que ce soit d'ailleurs l'AME ou le régime général, les deux étaient associés à un maintien d'une charge virale basse, et les papiers d'identité en lien avec l'affirmation de genre. Donc les conclusions de l'étude, taux de suppression virale élevé mais tout de même inférieur au niveau qu'on peut observer dans les populations générales. Des barrières structurelles qui persistent dans l'accès aux soins, donc important de préserver l'AME et de faciliter l'accès au titre de séjour. Faciliter le changement d'état civil pour les personnes étrangères pour que ce soit concordant avec le genre. Des profils d'affirmation diversifiés. Importance de prendre en compte l'ensemble des dimensions de l'affirmation de genre et pas seulement médicale. L'affirmation de genre n'est pas indépendante de la situation économique des personnes. On a également, alors ça je ne voulais pas montrer dans ces résultats, mais on a beaucoup de données autour des violences subies, vécues de ces femmes, et donc une exposition à la violence qui amène à des conséquences sociales et médicales importantes. Et aujourd'hui, ces personnes-là font état d'une transphobie importante qu'elles vivent au quotidien, et puis des violences spécifiques également liées à ces pratiques de travail du sexe, et dans un contexte législatif qui est pas facile. Donc voilà pour les données que je voulais vous présenter. Merci beaucoup pour votre attention.